Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Vous écoutez Fréquence Évasion, c'est l'heure de retrouver les dossiers du paranormal et aujourd'hui nous allons recevoir Monsieur Jean-Pierre Petit qui a été directeur au CNRS. Monsieur Jean-Pierre Petit, bonjour et merci de participer à cette émission sur Fréquence Évasion. Alors Jean-Pierre Petit, d'où vient votre intérêt, votre passion pour l'ufologie? On pourrait dire que c'est un questionnement scientifique, je peux vous répondre avec grande précision. Dans les années 60, j'ai fait beaucoup de travaux à MHD et dans ces travaux, on avait une soufflerie à rafale dans laquelle on prélevait pas mal d'énergie cinétique et ce ralentissement dans une tuyère à section constante provoquait l'apparition d'une onde de choc. Et on était d'ailleurs les seuls au monde à faire une chose pareille parce que en général les gens ne sortaient pas beaucoup d'énergie de leur convertisseur. Puis moi j'étais étonné du fait qu'on puisse faire une onde de choc sans obstacle, sans obstacle. Donc je me suis dit, si on peut fabriquer une onde de choc sans obstacle, avec sa même force on peut supprimer une onde de choc qui se crée autour d'un obstacle. Puis là j'ai commencé à réfléchir et je me suis souvenu que beaucoup de témoins disaient qu'ils avaient vu des objets qui passaient très très vite et à des vitesses évidemment supersoniques, derrière le clocher, devant la montagne, 4000 km/h au ras des toits. Donc ça aurait dû créer un bang considérable. Et après, ça m'a amené à me poser la question, est-ce qu'on peut voler à vitesse supersonique sans faire de bang? D'autant plus que c'était des engins qui étaient supposés aller à une très très grande vitesse. Oui. Enfin là, c'était pas pour des véhicules aériens, c'était des véhicules sous-marins, rappelez-vous. Dans cette histoire-là, il s'agissait de torpilles. Mais bon, vous voyez donc en démarrant d'une problématique purement scientifique, qui est peut-on voler à vitesse supersonique sans bang, eh bien on arrive à un objet qui crée un champ magnétique, qui crée un champ électrique, qui a des électrodes, qui la nuit va créer un plasma autour de lui, etc. Donc tout ça a donné des choses qui collaient tout à fait avec les aspects observationnels. Et là où j'étais très surpris dans ces années 75, c'est que j'ai été immédiatement attaqué de manière extrêmement violente par quelqu'un qui avait été président de mon jury de thèse de doctorat en 1974, c'est-à-dire Henry Schatzman, académicien. Et il a été pris à partie par les gens dans des réunions publiques qui m'ont dit « Mais qu'est-ce que vous pensez de travaux de Jean-Pierre Petit ?» Et il s'est immédiatement mis à dire que ça ne tenait pas debout. Alors j'étais étonné, parce que comme il me connaissait, comme il connaissait mon niveau scientifique, il a été président du jury de ma thèse, j'ai été étonné. Je me suis retrouvé donc avec un ennemi implacable que j'ai d'ailleurs défait à plusieurs reprises. Ben voilà, bon. Alors Jean-Pierre Petit, parlons de la MHD. Qu'est-ce qui se cache derrière ces trois lettres? On dit magnéto-hydrodynamique. Alors hydro, je sais pas pourquoi. En France, on a pris un H, alors qu'en Russie, c'est magnéto-gaz dynamique. En fait, on devrait dire MGD au lieu de dire MHD. MHD, c'est quand c'est en milieu liquide, et MGD, c'est quand c'est dans les gaz. En fait, MHD, voilà. Après avoir fait ces travaux de MHD, je me rappelle que Pierre Guérin, il y a une bonne douzaine d'années, il est décédé maintenant, m'avait dit du côté de Groom Lake, R51 et compagnie, là, dans le Nevada, il y a des gens qui iront vu passer des objets à une vitesse considérable, il y a des photos qui ont été prises, vous connaissez un petit peu ce dossier, et il a ajouté, on parle de MHD. Et à ce moment-là, moi j'avais été sceptique, je m'étais dit, mais comment est-ce qu'on peut faire de la MHD, puisque pour faire ça, il faut une énergie électrique considérable, et je ne voyais pas comment on pouvait mettre en œuvre de la MHD dans une machine volante. Et en fait, ça n'est qu'en 2000 ou 2001, enfin, à ce congrès en Angleterre, que j'ai compris que, en fait, on utilisait l'énergie cinétique du gaz, l'énergie incidente, et que ça pouvait produire une énorme puissance électrique. Et lorsqu'on crée de l'énergie électrique à partir de l'énergie cinétique d'un gaz, on ralentit.
normal, il faut bien prendre l'énergie quelque part. Et justement, c'est ce qu'on cherche à faire avec un engin comme Aurora, c'est ralentir le gaz très progressivement sur une dizaine de mètres, et de le ralentir sur 1 centimètre. Donc ça permet de le ralentir sans faire nombre de chocs. C'est des questions très techniques, je ne sais pas si vos auditeurs vont très bien accrocher à tout ça. Voilà. Jean-Pierre Petit, en 2007, vous avez créé l'association UFO Science. Avec les camarades, nous avons créé l'association UFO Science. Il y a un site qui s'appelle ufo-science.com. On s'occupe de la secrétaire de l'association qui s'appelle Julien Geffray. Et on a fait ça parce que le CNES a rendu public ses archives. Puis on a annoncé la création d'un truc qui s'appelle les GIPAN. Et il nous est apparu parfaitement évident, et ça s'est confirmé, que le GIPAN allait être totalement identique au GEPAN. Lorsqu'ils lisent le livre de Figard pour découvrir par exemple que la matière première du GIPAN, ce sont les conteneurs de gendarmerie. Alors si on continue à confier les enquêtes aux gendarmes, on est foutu, quoi. Donc on va louper toute l'information qui pouvait circuler. Et en particulier, on sait que en 1977, Claude Poher avait suggéré de mettre des bonnettes à réseau, c'est-à-dire des petits trucs qui ressemblent à des diapositives, des petits films avec des fines rayures devant des appareils photographiques pour obtenir des spectres d'ovnis. C'était une idée absolument excellente, mais à l'époque, c'était pas quelque chose qui était commercialisé, et le CNES a fait fabriquer des dizaines de milliers de bonnettes à réseau qui ont été mises, qui ont été rejointes de la dotation des gendarmes français. Et il y a une note CNES, GEPAN, dans laquelle il est écrit que ça doit être dans les années de 80-81. Maintenant, pratiquement toutes les gendarmeries sont équipées. Alors, elles sont équipées au sens où le CNES a envoyé un kit, un jeu. Alors évidemment, la bonnette était dans le tiroir du brigadier, et malheureusement, les ovnis, lorsqu'ils se présentent, c'est pas la peine de téléphoner au brigadier pour aller chercher la bonnette, c'est foutu, quoi. Donc pendant 30 ans, il n'y a pas eu un spectre. Alors là, nous, on a vu ça, on était assez consternés. Il y a un garçon qui s'appelle Jérôme Frasson, qui a une trentaine d'années, qui a pris contact avec moi. Il m'a dit, vous savez, c'est petit, des réseaux, on trouve ça pour 10-12 euros sur Internet. Ah bon? Alors si vous allez sur mon site, jp-petit.org, www, vous trouverez un dossier sur la détection des spectres avec des réseaux. Et en fait, on a maintenant des engins qui sont formidables, qui sont des appareils numériques, qui sont très sensibles. Et en mettant un réseau devant un appareil numérique, on peut obtenir un spectre et avoir de l'information réellement scientifique sur l'heure qu'on pourrait observer la nuit, quoi. Alors, ce qui fait que les gens observent des ovnis, ils voient des lueurs, voient ceci, voient cela, ils prennent des photos, ils prennent des films. Qu'est-ce qu'on peut en foutre? On peut rien en faire, même que ces objets, que ces prises de vue soient authentiques, elles n'ont aucune information exploitable. Alors que si, par miracle, quelqu'un a la bonne idée de mettre une bonnette à réseau, cette espèce de petite diapo devant l'objectif, bien on aurait des renseignements sur la température, sur éventuellement le champ magnétique, sur la composition chimique, enfin des choses vraiment exploitables. Donc Frasson et les gens qui sont derrière, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont d'expérience, qui ont de l'expérience, ont développé ce genre de choses-là. C'est assez récent, ça date de quelques mois, et on espère que les lecteurs vont s'équiper, vont acheter simplement ce petit truc, parce que il ne s'agit pas de donner ça aux gendarmes, ils seront foutus. C'est complètement absurde de demander à des gendarmes de se comporter comme des physiciens, quoi. C'est pas leur boulot, quoi, c'est tout. Je veux dire qu'il faudrait qu'il y ait des milliers ou des dizaines de milliers de ces petits objets qui sont certainement comme une diapositive. Donc c'est fragile, il faut mettre ça dans un petit sachet, mettre ça dans son portefeuille, et puis on l'oublie. Et puis le jour où quelqu'un tout d'un coup est confronté la nuit à une lueur comme ça, il dit passe-moi vite mon portefeuille, et il sort le petit réseau, il met devant l'appareil photographique, et on a un cliché intéressant. Et ça, c'est une traque qu'il faut lancer, quoi. Alors ça, c'est une première chose. Le deuxième truc, c'est que je pense que le public est assez ignorant en matière d'OVNI, au sens où la presse, les émissions de télévision là-dessus sont absolument consternantes. Je crois que la dernière émission qu'il y a eu sur FR3, c'était carrément épouvantable. On prend les gens comme des imbéciles. Et en janvier, il faudrait que je profite de ce que j'ai votre radio. Moi, j'avais lancé un appel qui n'a pas eu d'écho. Je l'ai lancé sur mon site et je le lance à la radio. Trouvez-moi une salle, mettons une centaine de personnes minimum, où je puisse faire une conférence
Et je viens, je fais des conférences, j'explique aux gens, je présente des choses. Jean-Pierre Petit, est-ce que l'affaire des ovnis, justement, n'aurait pas tendance à gêner les gouvernements quelque part? Mais vous savez, je vais vous dire une chose que j'ai découverte en 2006. En 2006, j'ai eu un long coup de téléphone avec Figard, qui est ancien président du CNES, président de tas de choses. Et j'ai cru pendant 30 ans qu'il y avait un blocage et qu'on s'efforçait d'étouffer ceci, d'étouffer cela. Eh bien, je vais vous dire ce que je pense maintenant, parce que j'en suis carrément tombé sur le CF. Je pense qu'il n'y a pas vraiment eu de blocage. Je pense que nous sommes heurtés au mur de la compétence. C'est tout. C'est simplement de la compétence. Et ce qui se remet en place actuellement au CNES, c'est un groupe de gens incompétents. Parce que continuer à confier des enquêtes aux gendarmes, c'est de l'incompétence, pure et simple. Les gens qui vont entourer Patinet est un informaticien, il n'a aucune compétence en physique, aucune compétence en astrophysique. Il va s'efforcer de recréer une espèce de conseil scientifique avec quelques braves types, mais ça ne va rien donner, un truc comme ça. Donc moi je vois une chose, par exemple, c'est que ces jours-ci, j'ai eu un contact indirect avec EUS, la European UFO Survey, puis il y a aussi un groupe en Norvège. Il faut absolument qu'on regroupe un petit peu nos forces. Il y a des gens qui sont vraiment un peu prêts à essayer de faire quelque chose, en particulier ne serait-ce que pour diffuser ce mouvement de bon état réseau. Cette histoire-là, ça n'a pas besoin d'être centralisé. On n'a pas besoin de fabriquer ces trucs, de les vendre par correspondance. On peut les acheter sur Internet. Tout ce qu'on offre, nous, c'est la façon de s'en servir. Et Françon, par exemple, regardez sur mon site, il est prêt à venir donner des conférences n'importe où. Il suffit de le transporter, de le loger, et il expliquera aux gens comment procéder. C'est quand même fantastique. Je veux dire que moi, j'aurais n'importe quel âge, j'achèterais une bonnette si je me dis tiens, je fais. Puis en plus, ce qui est amusant, c'est que quand on a ce gadget, eh bien, on peut faire un spectre de son tube au néon, dans lequel, en ce moment, on va avoir les vraies caractéristiques qui correspondent à ces tubes. On peut faire un spectre de la lampe à sodium qui se trouve dans le parking. Donc, ce genre de truc-là, il faudrait que ça se popularise parce que c'est intéressant en soi, c'est intéressant scientifiquement. Et puis après, ma foi, si quelqu'un qui a ça tout d'un coup se trouve en bonne position, crac, il attrape l'information. À votre avis, est-ce que le programme SETI permet d'avancer dans ce domaine? Mais c'est une foutaise, SETI, c'est une foutaise. Est-ce que vous pouvez imaginer que si les gens ont une technologie qui leur permet de franchir les années-lumière, ils communiquent encore par radio. SETI, c'est ce que j'ai dit, c'est comme essayer de détecter des signaux de fumée dans l'Arizona, quoi. Les Indiens n'en font plus, maintenant ils utilisent des téléphones portables. Vous voyez, et quant à la capacité de réception des ondes radio, ça c'est Guérin qui m'avait raconté ça il y a 10-15 ans. Essayer d'écouter des émissions radio normales en provenance d'objets fixés des dizaines de lumières, c'est exactement comme d'aller se mettre au bout de la Bretagne avec un micro et puis d'essayer d'enregistrer les conversations des New-Yorkais. Vous avez enregistré des vagues de la mer, ce qui fait que SETI, il y a des centaines, des milliers d'heures d'enregistrement qui ont été données d'ailleurs à des gens avec le programme Megaseti. Là, on leur a fait analyser, ils ont trouvé que des bruits, c'est tout. Et imaginez qu'on ait mis un micro en Bretagne pendant des années, qu'on a enregistré, est-ce que vous avez entendu quelque chose? Oui, du bruit de la mer. La grande imposture du supercode relevé, c'est quelque chose que j'ai trouvé sur votre site internet. Tout ça, c'est parti un petit peu du livre de Lee Smolin, qui vient de sortir un livre, il est sorti il y a quelques mois, et ce qui s'appelle Rien ne va plus en physique. Et bon, ça, il est certain que nous, on dit ça depuis 20 ou 30 ans. Mais lui, il a travaillé 30 ans sur les supercordes, il a fait 18 articles là-dessus. Et moi, j'ai trouvé ce livre extrêmement comique. Il y a un dossier dans mon site où j'explique un petit peu tout ça. Et moi, je connais un gars qui s'occupe de l'EIP, l'université interdisciplinaire, qui me dit je vais inviter Smolin parce que vraiment ce livre est important. C'est important parce que qu'est-ce qui se passe? Voilà un type, il travaille dans ce domaine de supercordes pendant 20 ans. Et puis, je crois que c'est en 2004, on lui a demandé, à l'occasion du colloque donné en l'honneur de John Wheeler, un grand scientifique, de faire un exposé en retraçant les acquis des supercordes. Alors là, on découvre des choses qui vous rendent pantois. Combien y a-t-il d'articles qui ont paru en 30 ans sur les supercordes? La réponse est 100 000. C'est pas 1000, c'est 100 000 articles.
Donc voilà ce type face à cette espèce de montagne inimaginable de papier et qui essaye de trouver les acquis de cette démarche dont on nous rebat les oreilles, quoi. C'est pas la peine. Regardez le livre de Green qui s'appelle L'univers élégant, c'est extraordinaire. Regardez les sorties médiatiques de type d'amour, cherchant à savoir ce qu'il y avait avant le Big Bang, etc. Bon. Et Smolin prend quelques points mathématiques qui sont les plus importants dans la théorie des supercordes, comme le problème de la finitude, et il essaye d'éclaircir un petit peu tout ça. Et quand il montre ça à des mathématiciens, les mathématiciens lui disent mais c'est pas une démonstration pour nous, c'est pas démontré. Ah bon, très étonné, il demande à droite, à gauche, et en fait tous ces gens se renvoient la balle les uns les autres, et là c'est vraiment comique, avec un collègue français d'ailleurs, ils finissent par remonter jusqu'à un gars qui s'appelle Mandelstam, qui était l'auteur de ce travail, et ils lui disent est-ce que vous avez réellement démontré qu'il y avait finitude? Il a dit bon, moi jamais, jamais démontré ça. Et là, vous voyez, le truc, c'est que Smolin, au fil du livre, découvre qu'ils ont travaillé 20 ou 30 ans sur des choses qui n'existent pas. Il n'y a pas de base. Alors, ça rappelle Kraus de Souriau, qui est mathématicien il y a 20 ou 30 ans, que je vais retrouver dans quelques jours, à un congrès. La théorie des supercordes, c'est de la physique sans expérience et des mathématiques sans rigueur. Bon, de la physique sans expérience, alors vous savez, ça ne prédit rien, ça n'explique rien. Mais des mathématiques sans rigueur, moi, je n'étais pas compétent pour le dire, lui, il le disait. Alors là, Smolin l'étale à longueur de page. Pendant longtemps, on a cru que la Terre était plate. Aujourd'hui, est-ce que l'affaire des extraterrestres, c'est un peu la même chose? Est-ce que le public arrive à s'ouvrir quand même à ces informations? Vous savez, le grand public, il y a une urgence absolue qui est de l'informer, qui est de l'instruire. Parce que quand on voit l'émission à laquelle j'ai participé chez Stéphane Bern, c'est ennuyeux de rire. Donc il faut créer des documents vidéo, parce que les gens mangent plus de la vidéo qu'une liste de livres, pour les gens. Puis même si on écrit des livres, il faudra encore qu'on en parle. Vous parliez tout à l'heure de ce livre, là, On est perdu la moitié de l'univers. Il est sorti en 97. Ce livre, quand il est sorti, il n'y a eu aucun écho médiatique. Il y a un seul journaliste qui a accepté de m'interviewer. Et une fois qu'il l'a fait, il m'a dit, je sais que ça me fera reprocher. Je suis interdit de séjour, je suis gravement excommunié par des ayatollahs de la science. Et ça empêche les choses de progresser, c'est tout. Alors Jean-Pierre Petit, on va signaler une association qui s'appelle Savoir sans frontières pour les amoureux de la science. J'ai écrit pas mal de bouquins, des bandes dessinées ou autres. Et puis, j'ai récupéré mes droits sur tous ces livres il y a 2 ans. Et tout d'un coup, je me suis dit, bon, mais pourquoi est-ce que je ne les mettrais pas en accès libre, en téléchargeable, gratuit? Et c'est vrai que parmi les vulgarisateurs qui sont connus, j'ai eu cette chance. Donc j'ai eu cette chance que, au point de vue éditorial, mes livres ne se vendaient plus guère. Donc ça n'intéressait plus les éditions Belin qui m'ont rendu mes droits gentiment. Alors, à ce moment-là, j'ai mis les bouquins en téléchargeable gratuit. Et puis, j'ai demandé de l'argent à mes lecteurs pour les traduire. Il y avait déjà des traductions dans quelques langues. Et là, on a des traductions en 30 langues. Et on a fait, en 18 mois, 112 traductions, j'attends des ouvrages en hébreu, en n'importe quoi. Donc, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que pour ces traductions, les lecteurs m'ont quand même envoyé quelque chose comme 30 000 €. C'est énorme. Autrement dit, on a fait une association, c'est vrai on pourrait la qualifier d'humanitaire culturelle. Hein. C'est-à-dire qu'on donne de l'argent pour que des tas de gens puissent s'instruire dans des tas de pays. Et les statuts sont lisibles sur le site de l'association et on peut vérifier à l'euro près que tout l'argent versé va aux traductions. Il n'y a pas de frais de fonctionnement, il n'y a pas de frais de téléphone, il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a rien. Donc c'est une association caritative, on pourrait dire, c'est du caritatif scientifique, dans lequel quand vous donnez 1 €, ça sert exactement au but fixé. Ça c'est rare. Donc les lecteurs ont vraiment joué le jeu et on a de l'argent, on continue à payer des trucs. Alors, je peux vous dire, je suis suivante, combien sommes-nous pour nous occuper de ça? La réponse est simple, nous sommes 2. Il y a moi et j'ai un vieux copain qui s'appelle Gilles D'Agostini, avec qui j'ai fait du travail scientifique. Lui, il s'occupe de la comptabilité, moi je m'occupe du reste. Et disons qu'on essaiera peut-être de repartir à l'assaut de l'UNESCO. Nous sommes une mini-UNESCO à tous les deux, quoi. Mais je veux dire qu'il nous faudrait de l'aide pour créer des sites échos dans les pays étrangers.
Par exemple, on n'a pas le temps de s'en occuper, parce que moi j'aimerais bien aussi trouver du temps pour écrire de nouveaux livres, pour écrire d'autres choses. J'ai fait une nouvelle bande dessinée installée sur le site d'Eurocopter qui s'appelle La Passion verticale, qui est sur l'hélicoptère. Les gens qui aiment les bandes dessinées d'Anturlu, ils aimeraient bien avoir de nouveaux albums, donc il faut que j'en écrive, je ne peux pas être partout. Jean-Pierre Petit, en général, est-ce que vous pensez que vos livres ont eu un certain impact pour justement la sensibilisation des gens sur le phénomène ufologique? Là, je pense que mes livres ont eu un certain impact. Je suis consterné quand je vois, vous voyez, quand je pense à l'émission des R3, je sais plus comment s'appelle la fille, ils ont voulu se payer la gueule des gens qui s'intéressaient aux ovnis. Donc on a invité Duboc, on s'est moqué de lui, vraiment c'est ça. Et ça n'est pas une manipulation, c'est de la connerie, c'est tout. Moi je dis, depuis 30 ans, on s'est heurté au mur de conneries, c'est tout. Et celui-là, il est redoutable parce qu'on s'en rend pas compte. Eh bien, Jean-Pierre Petit, merci d'avoir participé à cette émission sur Fréquence Évasion et à très bientôt pour un autre rendez-vous sur le paranormal. Fréquence Évasion.